Il y a une fissure bien réelle qui traverse de part en part le 163e étage du plus haut gratte-ciel de la planète, et je peux vous dire que ce n'est pas une image poétique. Ce n'est pas non plus un simple avertissement théorique tiré d'un rapport d'ingénierie que nos supérieurs ont discrètement classé sans suite dans un tiroir. En tant que technicien ici, je vois les chiffres sur mes écrans de contrôle. C'est un déplacement structurel, mesurable, documenté et physique, directement au cœur de l'armature de béton et d'acier de cette tour géante. Cette structure même qui était censée prouver au monde entier la grandeur absolue et éternelle de l'ambition humaine, tremble désormais en silence sous nos pieds. Pour le visiteur lambda, tout va bien. La tour tient debout, notre hall d'accueil brille de mille feux, et la plateforme d'observation continue de vendre des billets à 138 $ par personne. Mais en coulisses, nous savons que le sol sous nos pieds bouge d'une manière que le concepteur n'avait absolument pas prévue. Aujourd'hui, vous et moi allons regarder de plus près ce qui se trame sous le béton. Les conséquences de ce glissement de terrain dépassent largement notre seule tour, notre ville ou même ce désert. Pendant 60 ans, Dubaï s'est acharné à bâtir un argumentaire face au monde entier. Mais la réalité physique commence à nous rattraper. Cet argumentaire qu'on nous répète à longueur de journée ici est d'une simplicité presque arrogante. La nature n'est rien d'autre qu'un obstacle temporaire, et nous avons les milliards nécessaires pour l'effacer d'un revers de main. Pour les promoteurs qui m'emploient, le désert n'a jamais représenté une frontière infranchissable, c'était juste une toile vierge prête à être bétonnée. La mer n'était pas une barrière naturelle, mais un simple chantier de construction à conquérir. Même cette chaleur suffocante n'était pas un frein, mais un simple décor théâtral pour une architecture extrême, dont la démesure servait à justifier des prix totalement extravagants. Et pendant un temps, nous avons tous cru à cette illusion. Des décennies de photos satellites et de unes de journaux célébrant nos records du monde semblaient donner raison à cette folie des grandeurs. Mais aujourd'hui, quelque chose a bougé, et c'est à prendre au sens propre. Dans mon travail quotidien au cœur des infrastructures de maintenance, je vois ce qui se passe réellement à 3 niveaux sous la surface de cette ligne d'horizon légendaire. Nous allons analyser ensemble l'état réel de notre sol, la pression de l'eau souterraine et tout ce système de croyances aveugles qui a permis l'émergence d'une telle métropole dans un milieu si hostile. Suivez-moi jusqu'au 3e niveau de cette analyse, car ce qui s'y cache dépasse largement le simple cas de notre ville. Il s'agit en réalité de n'importe quel système technologique ou politique qui commet l'erreur fatale de confondre le spectacle visuel avec la stabilité réelle. Ceux d'entre nous qui travaillent dans l'ombre savent pertinemment que les détails cruciaux ne figurent jamais dans les communiqués de presse officiels de la direction. Si vous êtes du genre à vouloir creuser au-delà des apparences et à chercher la vérité brute sous le vernis, vous êtes exactement au bon endroit avec moi aujourd'hui. Commençons par ce que nous voyons sur nos plans de chantier. Les fondations du Burj Khalifa sont un authentique chef-d'œuvre d'ingénierie qu'il convient de détailler avant d'en pointer les limites. Pour soutenir ce monstre, notre structure repose sur 192 pieux de béton foré, s'enfonçant chacun à 50 mètres de profondeur dans les entrailles de la terre. Ces piliers massifs ont pour rôle de répartir une charge colossale de près de 500 000 tonnes sur une dalle de fondation unique qui épouse parfaitement l'empreinte au sol de la base gigantesque de notre bâtiment. Les concepteurs du cabinet de Chicago Skidmore, Owens et Merrill, qui ont dessiné les plans de notre tour, savaient parfaitement que la nature du terrain allait nous poser d'immenses difficultés. La couche superficielle du sol de Dubaï, constituée de terre gagnée sur la mer et de zones adjacentes au désert, est ce que nous appelons, nous les géotechniciens, de la sapka. Il s'agit d'un sédiment extrêmement saturé en sel et très réactif à la moindre humidité que l'on retrouve en abondance partout à travers la péninsule arabique et qui complique terriblement notre travail au quotidien. Cette fameuse sapka a une particularité insupportable pour un constructeur, elle gonfle lorsqu'elle se gorge d'eau et se rétracte violemment dès qu'elle s'assèche. C'est, d'un point de vue purement structurel, l'un des matériaux les moins stables et les plus hostiles de la planète pour y implanter un gratte-ciel de 162 étages. Nos ingénieurs de l'époque en avaient conscience et ont tenté de contourner le problème. Ils ont enfoncé des pieux de notre fondation très profondément afin d'atteindre une roche porteuse bien plus solide sous cette couche de surface instable. À l'époque, en 2004, lorsque nous avons lancé les travaux d'excavation, l'équipe a modélisé la répartition des charges avec les outils informatiques d'alors.
Ce qu'ils n'ont pas pu anticiper, faute de données exploitables à une telle échelle, c'est l'effet cumulé de la croissance folle de la ville tout autour de nous. Entre 2010 et 2024, la surface construite autour de notre tour a tout simplement quadruplé, modifiant radicalement les pressions exercées sur le sol, une surcharge de masse globale que nos ordinateurs de l'époque étaient incapables de prévoir. Le mot technique qui hante nos réunions internes, c'est la subsidence. C'est le terme officiel pour désigner l'affaissement progressif du sol sous le poids des infrastructures. Dans notre métier, on sait que ce phénomène n'a rien d'exceptionnel pour les métropoles érigées sur des remblais ou des terrains meubles. Prenez Jakarta, dont certains quartiers se sont déjà enfoncés de 4 mètres, ou encore Mexico, bâti sur un ancien lit de lac asséché, qui s'enfonce d'environ 20 cm par an dans ses zones les plus critiques. Mais chez nous, l'équation s'avère encore plus redoutable. Venise est célèbre dans le monde entier exactement pour la même raison. Mais ce que nos rapports internes montrent, et que la direction s'efforce de cacher au public, c'est que la situation de notre ville est bien plus alarmante. Notre sous-sol subit de plein fouet l'effet conjugué de 3 pressions simultanées, provoquées par l'expansion fulgurante de la ville tout autour de notre concentration de gratte-ciel. Et la toute première de ces menaces invisibles qui pèsent sur nos fondations, c'est l'extraction massive et continue des eaux souterraines pour alimenter des besoins de la surface. Officiellement, le réseau d'eau de notre municipalité repose sur le dessalement de l'eau de mer. Mais pour arroser nos parcs luxuriants, nos immenses terrains de golf et les pelouses d'autoroute en plein désert, nous pompons massivement dans les nappes phréatiques. Nous épuisons ces aquifères à une vitesse folle, bien plus vite que leur cycle naturel de renouvellement. Et en tant qu'employé de terrain, je vois les conséquences directes de cette vidange sous nos pieds. Dès qu'un réservoir souterrain se vide, la roche supérieure s'effondre sur elle-même, privée de son soutien naturel de pression d'eau. Le résultat est sans appel. Le sol se compacte et la surface s'affaisse. Nos données de surveillance technique enregistrées entre 2018 et 2023 révèlent un tassement différentiel terrifiant, oscillant entre 8 et 22 mm dans le quartier du centre-ville en seulement 5 ans. Pour le grand public, cela peut sembler insignifiant, une broutille. Mais pour nous, qui travaillons sur des fondations calibrées au millimètre près, c'est un écart gigantesque qui menace de désaligner l'ensemble de la structure interne de notre gratte-ciel. La deuxième contrainte physique invisible à laquelle notre équipe fait face est le cycle thermique extrême de la région. En juillet, la température extérieure grimpe régulièrement jusqu'à 53 degrés Celsius à l'ombre. Sous cette chaleur écrasante, le béton et l'acier du Burj Khalifa subissent d'importantes dilatations. Les concepteurs initiaux avaient anticipé ce phénomène physique en installant des joints d'étanchéité et de dilatation à des intervalles très précis afin d'absorber ces déformations de la structure sans que la tour ne se fragilise. Ce qu'il est infiniment plus difficile de gérer pour nous sur le terrain, c'est l'impact direct de ce réchauffement sur la fameuse couche de sapca souterraine. Des décennies d'exposition au soleil cuisant, combinées à l'effet de dôme thermique urbain provoqué par l'asphalte et le verre de nos gratte-ciel, ont réchauffé le sol en profondeur à des températures jamais vues. Or, vous devez comprendre que cette chaleur altère profondément la capacité du sédiment à retenir l'humidité. C'est un facteur physique que les modèles géotechniques d'origine n'avaient tout simplement pas prévu à l'époque. Conséquence directe, ce sol se comporte d'une façon totalement inattendue. Ce n'est pas encore une catastrophe imminente, mais c'est une dérive que nous surveillons heure par heure. La troisième force destructrice en jeu est le poids de notre propre ville. La masse colossale accumulée par les dizaines de gratte-ciel, les autoroutes suspendues et les infrastructures massives concentrées dans un rayon de seulement 2 km autour de notre tour représente une charge écrasante qui n'existait tout simplement pas lors des calculs initiaux de résistance de notre bâtiment. Il faut se rappeler que notre quartier en 2004 n'était qu'un plan griffonné sur du papier et un vaste chantier poussiéreux. En 2025, le centre-ville est devenu l'une des zones de gratte-ciel les plus denses de la planète, rivalisant avec Manhattan ou Hong Kong. Pourtant, le sol sous nos pieds n'a jamais été précompressé ou stabilisé par des charges préalables avant le coulage des premières dalles de béton, une méthode géotechnique pourtant standard et obligatoire pour consolider un sol aussi meuble avant d'y ériger de telles cathédrales de fer. En fin de compte, la vraie question est là. Faites-vous confiance au sol réel sur lequel vous bâtissez votre existence, ou préférez-vous croire aveuglément aux récits de propagande que nos patrons diffusent à la télévision ? Laissez cette question résonner un instant dans votre esprit, tandis que nous, les techniciens de maintenance, mesurons concrètement ce que ces chiffres alarmants de subsidence signifient à l'échelle de la rue,
là où la structure en mouvement frotte et se fracture silencieusement dans le dos des passants inconscients. Dans notre quotidien, cela signifie très concrètement que le célèbre lac artificiel au pied de notre tour, ce bassin géant qui contient 9,6 millions de litres d'eau et accueille le spectacle aquatique le plus photographié de la planète, repose sur un sol victime d'un affaissement inégal. Nos capteurs de précision montrent sans équivoque que le bord nord de ce bassin s'est enfoncé à une vitesse totalement différente de celle du bord sud. Cet écart de niveau, invisible à l'œil nu, soumet l'ensemble du bassin en béton à des forces de cisaillement destructrices. La membrane d'étanchéité qui protège le bassin de béton n'a jamais été conçue pour supporter une telle torsion. En 2022, nous avons dû intervenir en urgence sur une partie du périmètre du lac pour effectuer des réparations majeures. Dans les appels d'offres publics de la municipalité de Dubaï, la direction a pudiquement décrit ces travaux comme visant à traiter des infiltrations d'eau à travers le bassin et sa structure. L'eau. Ce fléau invisible qui s'insinue là où il ne devrait jamais aller, juste sous nos pieds. Imaginez la panique en interne. De l'eau s'infiltre sous le paysage artificiel le plus surveillé du Moyen-Orient, glissant tout droit vers des fondations qui luttent déjà contre un sol salin hautement corrosif. C'est à cette époque que j'ai croisé Hamid Reza Tehrani, un brillant ingénieur civil originaire de Téhéran, venu s'installer à Dubaï en 2013 pour concevoir les infrastructures de l'émirat. Il a supervisé la construction de 2 grandes tours dans le quartier voisin de Business Bay, situé à moins d'1 kilomètre du Burj Khalifa, et il partageait toutes nos craintes. Il a fini par jeter l'éponge et quitter la ville en 2021. Son entreprise de BTP n'arrivait plus à se faire payer par un promoteur immobilier véreux qui avait financé 3 chantiers démesurés à crédit en même temps. Mais avant de s'envoler, il a accordé un entretien sans filtre à une revue technique iranienne de génie civil. Il y dénonçait avec une rare lucidité ce qu'il a appelé la culture de l'optimisme programmé, une véritable maladie managériale qui ronge l'ensemble du secteur de la construction ici à Dubaï et qui nous force à fermer les yeux sur les risques. Ces mots résument parfaitement notre quotidien d'ingénieur de terrain. Quand nos rapports de surveillance révèlent un mouvement de terrain qui dépasse les tolérances de sécurité, la direction ne stoppe jamais les machines pour enquêter. À la place, on nous demande de commander une étude complémentaire pour redéfinir la norme de sécurité acceptable. Les chiffres alarmants restent les mêmes, mais la grille de lecture est modifiée pour que tout semble normal. Le véritable problème n'est pas technique ou physique, c'est une dérive culturelle d'entreprise qui refuse d'affronter le réel. Toute l'identité de l'administration pour laquelle nous travaillons s'est construite sur cette idée fixe. N'importe quel problème se résout en injectant des millions d'argent public, jamais en remettant en question nos certitudes. Cette ville qui a fait jaillir des îles artificielles de la mer, qui climatise les trottoirs extérieurs, qui fait pousser du gazon vert dans le désert grâce au dessalement de l'eau et qui illumine une tour géante visible depuis l'espace, s'est bâtie sur cette croyance aveugle que la seule réponse valide face à la nature est d'ajouter toujours plus d'ingénierie. Pendant des décennies, cette arrogance technologique semblait donner d'excellents résultats. Mais aujourd'hui, la grande question que nous nous posons en secret dans nos bureaux d'études, c'est de savoir si le sol lui-même ne possède pas une limite physique infranchissable, que même l'ingénierie la plus poussée ne pourra jamais contourner. Et c'est là que le problème change d'échelle, passant d'un simple souci de fondation à une faille systémique globale. Vous et moi devons regarder la réalité en face. L'affaissement du sol sous le centre-ville n'est absolument pas un cas isolé. Les rapports satellites confidentiels que nous avons reçus, basés sur la technologie radar à synthèse d'ouverture interférométrique, confirment nos pires craintes. Cette méthode de mesure spatiale de pointe, qui enregistre le moindre mouvement du sol au millimètre près depuis l'orbite terrestre, montre des schémas de tassement différentiel très inquiétants. Ce phénomène n'épargne personne. Il touche simultanément 4 des zones immobilières et urbaines les plus prestigieuses et les plus denses de notre métropole, mettant sous tension des kilomètres d'infrastructures clés. Prenez l'exemple de Palm Jumeirah, cette île artificielle iconique, mondialement célèbre et hyper photographiée. Nos équipes de maintenance constatent que sa digue extérieure s'enfonce à un rythme alarmant de 4 à 12 mm par an, selon les sections observées. Pire encore, le tronc central de l'île, véritable colonne vertébrale où circule quotidiennement notre monorail aérien, subit un affaissement totalement asymétrique. Le flanc ouest de cette artère vitale descend beaucoup plus rapidement que le flanc est, créant des tensions structurelles majeures sous les voies. Un écart de 12 mm sur une route, pour le grand public, ce n'est rien, juste une aspérité.
Mais dans nos bureaux d'études, quand on voit ces 12 mm s'accumuler sur 15 ans sur une structure calculée au centième près, baignée d'eau salée et subissant des écarts thermiques brutaux entre 20 et 53 degrés Celsius, je peux vous dire qu'on y regarde à 2 fois avant de signer de rapport de conformité. La vérité, c'est que la pression hiérarchique nous pousse à valider ces rapports les yeux fermés. Vous et moi savons bien que le vrai problème n'est pas la technique, mais le fait que personne, absolument personne parmi les décideurs, ne veut lever les yeux pour regarder la réalité en face. Dans nos dossiers internes, les faits sont limpides. La panne Jumeirah a été arrachée au golfe Persique en utilisant du sable directement dragué du fond de la mer. Ce sable n'a jamais subi de phase de précompression sérieuse. Nos dragues aspiratrices l'ont simplement pulvérisé en mer pour former des îles artificielles, grossièrement guidées par des systèmes de positionnement par satellite. Nous avons bouclé ce chantier pharaonique à la va-vite entre 2001 et 2006, sans laisser le moindre temps au sol pour se stabiliser. On travaillait jour et nuit, sous une pression politique immense, pour livrer un mirage de sable à des investisseurs pressés d'acheter du rêve. N'importe quel ingénieur en génie civil vous le dira, la règle d'or pour des terrains gagnés sur la mer est de laisser reposer le sol pendant plusieurs années. C'est indispensable pour que les sédiments se tassent sous leur propre poids et trouvent enfin un équilibre à long terme. Mais ici, le temps, c'est de l'argent, et nos directeurs n'avaient pas de temps à perdre. Les chantiers de construction lourde ont débuté presque immédiatement après le remblayage. Nous avons posé des fondations massives sur un sol gorgé d'eau qui bougeait encore, ignorant délibérément les protocoles de sécurité les plus élémentaires, pour respecter des calendriers de livraison délirants. L'hôtel Atlantis, trônant fièrement au sommet du croissant de l'île, a ouvert ses portes en novembre 2008, soit à peine 2 ans après la fin du remblayage officiel. J'y étais pour l'inauguration, perdu au milieu de 7000 invités triés sur le volet. Les feux d'artifice étaient tellement gigantesques qu'on pouvait les voir depuis l'espace. Mais sous nos pieds, pendant qu'on célébrait cette folie, le sol cherchait encore désespérément sa stabilité. C'est dans ce contexte précaire que Natasha Verhoeven, une brillante architecte hollandaise avec qui j'ai brièvement collaboré, a conçu une villa résidentielle très haut de gamme sur la branche numéro 7 de la Palme. Le projet a été officiellement livré en 2014. 5 ans plus tard, en 2019, le propriétaire a contacté l'architecte, paniqué par des fissures inquiétantes qui zébraient le mur d'enceinte de sa demeure. Quand nos collègues ingénieurs structurels ont inspecté les lieux, leur diagnostic a été sans appel. Le rapport technique, que nous avons tenté d'étouffer, confirmait un affaissement critique d'environ 31 mm du côté de la mer par rapport au côté terre, survenu en l'espace de seulement 5 années. Le sol glisse lentement sous la structure, emportant avec lui des millions de dollars de béton de luxe. Pour étouffer l'affaire, on a conseillé au propriétaire d'ajouter des capteurs de mouvement et de boucher les fissures avec une résine polymère flexible. C'est un simple cache-misère esthétique, du maquillage pour retarder l'inévitable, pas une solution structurelle pérenne. Pourtant, c'est exactement cette méthode dérisoire que nous appliquons en urgence, à grande échelle, sur des centaines de propriétés de l'île. C'est une situation absurde pour un projet qui, selon nos brochures de vente, était censé incarner l'éternité et n'aurait jamais dû nécessiter de telles interventions d'urgence si tôt après sa construction. En travaillant au cœur de ce système, j'ai fini par comprendre une chose essentielle. Tout modèle économique qui dépend d'une croissance géographique et financière infinie pour rester solvable n'est pas un système viable. C'est un compte à rebours avant l'effondrement. Laissez-moi vous expliquer ce qu'on voit en coulisses. Toute la machine financière de Dubaï repose sur cette fuite en avant perpétuelle. Nous avons désespérément besoin d'une croissance démographique continue pour justifier nos chantiers pharaoniques en cours et maintenir l'illusion d'une ville en plein essor. Notre administration a besoin de lancer de nouveaux chantiers pour justifier l'existence même de notre système financier. Et ce système doit impérativement attirer des capitaux étrangers pour injecter des fonds dans la phase de construction suivante. C'est un cercle vicieux implacable. Si vous cassez le moindre maillon de cet engrenage bien huilé, l'affaissement ne se limitera pas au sable instable de nos plages artificielles. Il se répercutera instantanément sur nos fichiers Excel et nos bilans comptables, menaçant de faire s'effondrer l'économie tout entière, comme un château de cartes. Entre 2022 et 2024, nous avons vu défiler des chiffres vertigineux. Le marché immobilier sur plan a enregistré plus de 82 milliards de dollars de ventes. 41% de ces acheteurs étaient des investisseurs internationaux. La plupart n'ont jamais mis les pieds ici et n'ont jamais vu le sol instable sur lequel reposent leurs biens. En réalité, ils n'ont pas acheté des briques ou du béton,
Ils ont acheté notre département marketing. Ils ont acheté l'image de la démesure, de la tour la plus haute du monde, d'un avenir radieux en plein désert. Ce que nos brochures n'ont jamais mentionné, ce sont les rapports géotechniques alarmants qui s'empilent sur mon bureau. Rien sur le tassement différentiel des sols, rien sur l'épuisement dramatique de la nappe phréatique, et encore moins sur la saturation flagrante de nos réseaux électriques et d'eau potable qui frôlent la panne générale chaque été quand les climatiseurs tournent à plein régime. Alors, je vous pose franchement la question de professionnel à citoyen. Placeriez-vous toutes vos économies de vie dans un appartement de luxe en sachant pertinemment que ses fondations bougent déjà sous terre? Évidemment, si nos commerciaux camouflent ce glissement sous le terme rassurant de consolidation naturelle, beaucoup d'acheteurs naïfs ferment les yeux. La réponse rationnelle serait de fuir. Mais la logique du marché est tout autre. Le battage médiatique que nous générons va plus vite que le tassement de la terre. Tant que l'illusion de richesse et de prestige grandit plus vite que l'affaissement physique de nos fondations, la crise reste invisible pour le grand public. Les gens préfèrent croire aux rêves de béton plutôt qu'aux rapports d'alerte dissimulés dans nos coffres-forts. Au final, il ne reste que cette image impeccable d'une métropole futuriste étincelante sous le soleil. Pourtant, ces villes de science-fiction entretiennent un rapport extrêmement toxique avec le temps. Elles reposent sur le dogme aveugle que demain sera forcément plus grandiose qu'aujourd'hui, que la prochaine mégastructure battra de nouveaux records de hauteur et que la prochaine île artificielle attirera encore plus de fortune mondiale. C'est une fuite en avant technologique permanente où s'arrêter d'avancer équivaut à signer notre arène mort. L'idée sous-jacente est simple mais terrifiante. La prochaine vague d'expansion doit générer des profits faramineux pour rembourser la dette abyssale des projets actuels. À la fin de l'année 2023, les experts financiers de notre secteur estimaient l'encours total du financement immobilier à plus de 230 milliards de dollars. Pour simplement rembourser les intérêts d'une telle somme, nous n'avons pas besoin d'une croissance modérée ou préservée. Il nous faut une explosion économique continue, une spirale incontrôlable qui nous oblige à défier toutes les lois physiques. C'est cette croissance frénétique qui pousse nos équipes à construire sans relâche, en plein désert, sur un sol meuble, sous des températures étouffantes de 53 degrés Celsius, tout en épuisant des réserves d'eau souterraines déjà au plus bas. Nous coulons du béton sans même accorder au terrain le temps physique de se stabiliser. Suivez-moi bien, car ce que je vais vous révéler maintenant réunit toutes nos craintes en une seule et terrible image que nous essayons désespérément de cacher à nos supérieurs. La Burj Khalifa, la fierté de notre ville, est en train de s'affaisser. Je ne parle pas d'un effondrement soudain ou d'une catastrophe spectaculaire visible depuis la plateforme d'observation. Mais la structure bouge, s'enfonce et glisse d'une manière que nos modèles mathématiques n'avaient pas totalement anticipée et dont le public n'entendra jamais parler. Le géant de verre s'enfonce au beau milieu d'une métropole qui a basé toute son existence sur l'illusion d'une stabilité éternelle. Cette tour qui coule n'est pas le problème de fond, elle en est le symbole absolu. Le vrai désastre réside dans ce système absurde qui a décrété que la confiance des investisseurs pouvait remplacer des fondations solides. Quand un monument d'une telle envergure commence à dévier de sa trajectoire verticale, toutes nos certitudes d'ingénieurs s'effondrent avec lui. Car voyez-vous, la physique terrestre ne négocie pas. La gravité se moque éperdument de nos communiqués de presse rassurants, et le sol ne va pas se stabiliser miraculeusement juste pour faire plaisir à un promoteur immobilier coté en bourse. La véritable question à laquelle notre direction refuse de répondre aujourd'hui, et qui concerne toutes les cités construites sur cette logique de croissance infinie en milieu hostile, est pourtant d'une simplicité désarmante. À partir de quel moment précis le fossé qui sépare la communication officielle du bureau d'études et la réalité physique du terrain deviendra-t-il impossible à combler ? Aujourd'hui, cet écart se mesure déjà concrètement en millimètres sur nos écrans de contrôle. Mais la vraie question de sécurité nationale ici est de savoir qui est réellement autorisé à analyser ces données de télémétrie et si nous aurons le droit d'alerter le monde sur nos découvertes sans risquer notre liberté. Si ce témoignage de l'intérieur vous ouvre les yeux, loin de la propagande habituelle, soutenez notre démarche en cliquant sur le bouton j'aime. Ce geste simple montre aux algorithmes que les analyses géotechniques rigoureuses et sans concession méritent d'être partagées publiquement. Abonnez-vous et activez les notifications pour rejoindre notre communauté de lanceurs d'alerte et de citoyens conscients, déterminés à chercher la vérité avant qu'elle ne soit définitivement enterrée sous une montagne de béton et de propagande d'État. Partagez également ce document avec un proche qui croit naïvement que tout va bien à Dubaï ou ailleurs,
là où on vend l'illusion de l'éternité sur des fondations d'argile à crédit. Je tiens à préciser que les informations partagées ici reposent sur des rapports d'analyse géologique stratégique interne, des estimations de terrain minutieuses et des scénarios prospectifs basés sur le contexte économique actuel de l'Émirat. Tout ce contenu vous est présenté dans un but de réflexion critique, d'analyse indépendante et de témoignages documentaires nécessaires. C'est le seul moyen pour nous de contourner la censure et de vous livrer des faits bruts, loin des communiqués lissés par nos agences de relations publiques payées des millions. Évidemment, ces révélations techniques ne constituent en aucun cas des conseils financiers ou des incitations à l'investissement immobilier. Les visuels et les documents exclusifs que nous partageons servent uniquement à illustrer et vulgariser nos travaux de recherche géotechnique. C'est à vous et moi d'ouvrir les yeux sur ces anomalies invisibles à l'œil nu, mais si réelles sous nos pieds. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et restez vigilants face à l'illusion du désert.